On a affaire à deux options qui effectivement ne sont pas sur la même longueur d'onde lorsqu'on parle de l'ordre des préférences. Yair Golan étant beaucoup plus tourné vers la nécessité absolue de la paix avec les Palestiniens malgré les conditions impossibles dans lesquelles le processus se trouve actuellement. Il y voit une question vitale pour l'avenir d'Israël, tandis que Zehava Galon, qui elle aussi bien entendu est pour une solution à deux États, mais elle lève aussi en même temps et beaucoup plus fort, je dirais, les questions d'inégalité sociale, des droits des femmes, des droits des minorités. Nous avons le plaisir de retrouver Yosh Amishav. Yosh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov, Daniel, à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Alors merci d'être avec nous ce matin. Je vous présente comme un proche du parti Meretz et bien entendu en perspective des élections primaires qui doivent se tenir mardi et qui suscitent, il faut l'avouer, beaucoup d'intérêt. Certains diront beaucoup trop d'intérêt pour un parti qui est relativement petit parti dans l'échiquier politique israélien. Pourquoi cet intérêt, on va dire, dans la classe politique pour les élections du parti Meretz ? Et pour deux raisons majeures, Daniel. Je pense d'abord que Meretz a toujours joué sur la scène politique israélienne depuis qu'il a été fondé en 1992 un rôle beaucoup plus important que celui qu'a priori pouvait lui accorder son poids électoral dans les urnes. Je dirais peut-être une sorte d'influence morale. Si on met à l'écart le succès historique de sa première apparition électorale en 92 où il avait recueilli 12 mandats, pour le reste, il a toujours fait des scores moyens et même 2-3 fois flirté avec la barre d'éligibilité. Donc, incontestablement, son rôle, je dirais, moral, ou en tout cas sa place dans le débat idéologique est plus importante que son poids électoral. Et deuxièmement, très simplement, si Meretz ou le Parti travailliste d'ailleurs, un de ces deux partis, venait à ne pas passer le seuil d'éligibilité, c'est-à-dire de rentrer à la Knesset avec au moins 4 députés, eh bien ce serait des dizaines de milliers de voix du camp opposé au retour de Benjamin Netanyahu au pouvoir qui partirait à la poubelle concrètement, et la cause serait entendue. Donc les enjeux sont extrêmement importants. Alors, les deux candidats, il faut bien le préciser, c'est un peu deux approches totalement différentes du parti, de l'idéologie, de la perception que doit avoir Meretz sur l'échiquier politique israélien. Zehava Galon, c'est, on va dire, une version, on va dire, presque post-sioniste, si je me trompe, du parti Meretz, tandis que Yair Golan, on va dire, il reste plus dans la frange, ce que l'on a appelé le Mapam historique, ceux des kibbutzim qui restent fidèles au parti Meretz. Il y en a beaucoup moins que dans le passé. Quelles sont les deux approches de ces deux candidats, de Yair Golan et de Zehava Galon? Non, d'abord, je veux rectifier à propos de Zehava Galon. Elle se considère et se définit, elle vient encore de le rappeler et de le dire dans une interview au journal Haaretz tout récemment, elle se considère comme sioniste à titre personnel, mais elle pense que Meretz doit être le parti des sionistes de gauche et aussi de quiconque dans la population israélienne se reconnaît dans ses idéaux de justice sociale et de paix avec nos voisins et avec les Palestiniens en particulier, ce qui consiste à ouvrir la porte, bien entendu, à la minorité arabe. Et vous savez que depuis toujours, en fait, il y a une composante arabe importante dans Meretz. Il y a des députés arabes, il vient d'y avoir un ministre arabe de Meretz, donc il faut préciser les choses. Ceci dit, il y a dans Meretz effectivement une aile plus radicale qui ne se définit plus comme sioniste. Moi, je le regrette à titre personnel, mais le parti est un parti démocratique et de toute façon, ils ne sont pas en mesure de décider quelle sera l'orientation idéologique du parti en général.
Par contre, Yair Golan, bon, c'est peu dire qu'il est sur les bases traditionnelles du Meretz. C'est un ancien chef d'état-major qui est un homme très courageux dans ses déclarations, qui n'a pas hésité à choquer la société israélienne par des déclarations qui lui ont coûté en fait le poste de chef d'état-major. Et je pense qu'à ce point de vue-là, on peut le définir aussi comme un idéaliste, parce qu'évidemment, chaque soldat et très certainement, chaque lieutenant général ou chaque colonel qui commence à monter dans la hiérarchie rêve un jour de terminer comme chef d'état-major. C'est le but d'une vie. C'était à portée de main de Yair Golan, et à cause de son courage politique et de ses observations justes, malheureusement, à mon avis, sur la société israélienne, il a perdu, après son discours de 2016, toute chance d'arriver à ce poste tant convoité d'état-major. Donc on a affaire à deux options qui effectivement ne sont pas sur la même longueur d'onde, si vous voulez, lorsqu'on parle de l'ordre des préférences. Yair Golan étant beaucoup plus tourné vers la nécessité absolue de la paix avec les Palestiniens, malgré les conditions impossibles dans lesquelles le processus se trouve actuellement. Il y voit une question vitale pour l'avenir d'Israël. Je pense comme lui, d'ailleurs, Daniel, et vous le savez très bien, la plupart des anciens chefs d'état-major ou du Mossad ou du Shabak, Tamir Pardo, l'ancien chef du Mossad, en a fait sa croisade, donc il n'est pas le seul comme ça, tandis que Zehava Galon, qui elle aussi, bien entendu, est pour une solution à deux États, mais elle lève aussi en même temps, et beaucoup plus fort, je dirais, les questions d'inégalité sociale, des droits des femmes, des droits des minorités, et voilà, donc il y a, et puis il y a une différence de caractère aussi. Yair Golan n'est pas un politicien professionnel, et on le voit de temps en temps dans des erreurs tactiques ou dans des déclarations intempestives. Il aurait peut-être dû réfléchir à dire autrement. Tandis que Zehava Galon, ça fait très longtemps qu'elle est dans l'arène, si je peux dire, et donc c'est une battante, c'est une fonceuse, et elle affiche la couleur. Et voilà, donc aussi au point de vue du contenu que stratégiquement, ce sont deux figures très différentes. Il faudrait un tremblement de terre, je vous le dis, tout le monde le sait, pour que Zehava Galon ne soit pas élu, mais on ne sait jamais, comme on dit, ce ne sera pas décidé avant que le dernier bulletin soit dépouillé. Le fait que l'on soit obligé justement de rappeler Zehava Galon, ce n'est pas peut-être une sorte d'aveu d'échec finalement de la direction du Meretz, cette direction qui avait qui a toujours trois ministres dans le gouvernement Bennett Lapid, finalement n'a pas réussi à susciter l'enthousiasme. Oui. Oui, bien sûr. On se serait attendu à ce que Nitzan Horowitz continue. Il n'a pas été un mauvais ministre de la Santé. Il a fait des choses importantes. N'oublions pas que ce gouvernement, Daniel, a duré 1 an, et donc, vous savez, la capacité de laisser une empreinte est quand même très limitée. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Et le problème, c'est que l'électeur de Meretz est un gourmet, c'est-à-dire que il exige tout le temps le maximum, et les compromis lui sont difficiles. Et ça, c'est très compliqué. C'est une caractéristique des partis de gauche. Vous avez ça au Parti travailliste aussi, moins fort. Mais ce sont des partis qui remettent régulièrement en cause leur leadership. Nous n'avons pas, Daniel, nous n'avons pas de médaillon en cuivre frappé à l'effigie de notre leader et qu'on distribue comme gage de fidélité qui convient d'embrasser 3 fois par jour. Nous n'avons pas le culte du chef, nous n'avons pas ce qu'il y a ailleurs, on va dire comme ça. Et je me rappelle que Yossi Sarid avait fait un article peu de temps avant sa mort, en 2015, où il qualifiait il était un petit peu remonté, on va dire, contre les électeurs de son propre parti, qui pourtant lui vouaient une grande admiration aussi, mais il disait « Je suis forcé chaque fois, à chaque élection, de repartir pratiquement à zéro et de reconquérir un par un les électeurs du Meretz, c'est d'aller expliquer pratiquement un par un, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, ce que j'ai obtenu, ce que j'ai pas obtenu.
Et bon, d'un côté, ça, pour moi, c'est une très grande qualité. J'ai horreur du culte du chef et ce qui se passe aujourd'hui dans certains milieux politiques avec un culte de la personnalité délirant parfois du chef du parti me choque et m'inquiète. D'un autre côté, c'est vrai que cette manière de dévorer les chefs a beaucoup nui à la gauche et voilà, il faut comme d'habitude, Daniel, trouver quelque part le moyen terme. Alors justement, ce que l'on a retenu de ce que vous disiez à propos de l'idéologie des deux candidats, c'est que tous les deux revendiquaient leur volonté de faire réenclencher le processus de paix, de le ramener sur le devant de la scène. Est-ce que finalement, ça n'a pas été une forme d'erreur de la part du parti Meretz? C'est peut-être l'une des explications à sa situation, on va dire, très problématique dans l'échiquier politique, sa faiblesse électorale, de revendiquer un dossier qui est aujourd'hui considéré comme moribond. Daniel, il y a des réalités qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas, qui sont plus intransigeantes, on va dire, que n'importe quel calcul politique. Et il y a quelque chose qui s'appelle le courage politique. Bien entendu, on peut flatter l'opinion publique, on peut lui dire que Israël est parfait, qu'on est les meilleurs, qu'on est nous Tarzan et les autres, c'est déjà bien qu'on les laisse respirer. On peut aller comme ça, c'est très rentable électoralement. Ou bien on peut dire la vérité, c'est-à-dire que le conflit israélo-palestinien, qui en effet se trouve dans une situation impossible et un processus qui effectivement n'existe pas concrètement, il est la clé il a été, il reste et il va rester la clé de l'avenir d'Israël. Et il faut écouter, je le disais il y a 2 minutes, ne m'écoutez pas à moi, écoutez les chefs les hommes qui ont donné toute leur vie à la sécurité d'Israël, relisez les récents articles de Tamir Pardo, ancien chef du Mossad. Il expliquait encore récemment dans Yediot Achronot que la seule menace qu'il considère être réelle sur l'avenir de l'État d'Israël, c'est la non-résolution du conflit israélo-palestinien, la non-fixation de frontières, cette situation, entre parenthèses, de gérer le conflit, entre guillemets, je veux dire, alors que vous ne gérez pas un conflit, vous lui cherchez des solutions, même au plus profond de l'obscurité, quand il n'y a aucun espoir. Vous ne gérez pas une gangrène. Si vous n'opérez pas et ne la nettoyez pas, elle va contaminer tout votre corps et l'issue peut être fatale. Et ce conflit est une gangrène, il dure depuis des dizaines d'années, on tourne en rond, ce sont les mêmes discussions. Quand vous relisez le débat du professeur Talmon de l'université hébraïque avec Israël Galili, à l'époque un des chefs du parti travailliste, c'était en 69, Daniel, donc il y a 40... il y a combien là? Il va y avoir, il y a plus de 50 ans, voilà. 53 ans. Vous relisez leur débat. Galili était tenant d'une politique de semi-annexion, on va dire, des territoires. C'était l'aile droite du Parti travailliste de l'époque. Vous relisez ce débat, vous avez envie de pleurer parce que 50 ans et plus après, ce sont exactement les mêmes débats que nous avons aujourd'hui. Or, les 3,5 millions de Palestiniens qui vivent en Judée-Samarie, Cisjordanie, territoire contrôlé, administré, libéré, tout ce que vous voulez, ne vont partir nulle part. Et si nous ne trouvons pas un moyen d'arriver à une solution réellement de 2 États, qui aujourd'hui paraît aussi loin que la Lune, bien entendu, mais si nous n'y arrivons pas, je pense que la société israélienne continuera à être engluée dans cette situation de domination sur un autre peuple et que l'issue sera dramatique. Pour conclure, Daniel, parce que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais vous rappeler que ce sont les équivalents de Meretz qui, entre 67 et 73, ont passé leur temps à sonner le tocsin en disant que l'euphorie suite à la guerre de la victoire spectaculaire de la guerre des 6 jours ne dispensait pas Israël de prendre des solutions, des initiatives politiques pour essayer de résoudre le conflit, d'utiliser les territoires comme monnaie d'échange, etc., etc. La société israélienne dans son ensemble baignait, je l'ai dit, dans une euphorie totale et personne ne voulait écouter. Et c'est en octobre 73, l'addition a été présentée à Israël et 3000 morts pendant la guerre du Kippour. Alors est-ce qu'on doit chaque fois reproduire les mêmes erreurs historiques?
Non, je ne pense pas. On peut apprendre quelque chose du passé. Merci Et c'est beaucoup. le rôle de Meretz, même si c'est pas populaire, c'est son rôle aujourd'hui dans la société israélienne d'être à nouveau celui qui agite le tocsin. Eh bien, merci beaucoup, Yosh Amishav, de nous avoir à la fois livré votre appréciation, on va dire, de ce parti et de ces candidats à la présidence, donc les deux candidats, Zahava Galon et Yair Golan. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Yosh. À bientôt. C'est moi, Daniel. À bientôt. Shavua tov.